Il m'a dit de ne rien dire, sinon il m'enverrait loin d'ici. À seulement 9 ans, Anna est arrivée aux urgences, enceinte de 7 mois. Et la vérité qui se cachait derrière son histoire a bouleversé tout le personnel de l'hôpital. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un voyage à travers le silence, le courage et les ténèbres qui se cachent derrière les portes closes. Abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre une communauté où les histoires vraies comptent et où chaque vérité mérite d'être entendue. Les urgences du River Falls Medical Center n'étaient pas étrangères au calme des premières heures du matin. À 2h47, le monde extérieur était silencieux, enseveli sous le poids d'une neige tardive. À l'intérieur, les lumières clignotaient doucement, accompagnant le ronronnement mécanique des machines. Une infirmière griffonnait distraitement des notes. Au bout du couloir, un moniteur émettait un bip rythmé, véritable berceuse de la médecine moderne. Le docteur James Parker était penché sur le dossier d'un patient dans le bureau du coin, ses lunettes de lecture posées sur le bout de son nez. Une tasse de café noir fumant était posée à côté de lui, à moitié vide et oubliée. Il avait travaillé d'innombrables nuits pendant ses 28 années en tant que médecin urgentiste, mais cette nuit-là avait quelque chose de particulier, quelque chose d'inexprimable, une froideur qui dépassait la fraîcheur de l'air de l'hôpital. Dehors, le faible sifflement d'une ambulance se fit plus fort jusqu'à déchirer le silence comme une lame. Les doubles portes s'ouvrirent, poussées par 2 ambulanciers qui roulaient un petit brancard. Les roues grincèrent sur le sol stérile, annonçant leur urgence. James se leva lentement, le cœur calme mais incertain. Son regard se posa sur la silhouette allongée sur le brancard et son souffle se coupa dans sa poitrine. C'était une enfant, frêle, immobile, les longs cheveux noirs collés à son front. Ses yeux grands ouverts fixaient le plafond sans reconnaissance. Elle ne devait pas avoir plus de 9 ans. À côté d'elle, lui serrant fermement la main, se tenait une femme plus âgée. Les rides de son visage n'étaient pas seulement le fait de l'âge, mais de quelque chose de bien plus lourd, le chagrin peut-être ou la culpabilité. James s'approcha. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Son regard exercé se porta sur le ventre de la fillette, et ce qu'il vit le cloua sur place. L'abdomen de la fillette était anormalement gonflé, sans aucun doute. Il avait la forme d'un ventre de femme enceinte, à terme. Ses doigts se crispèrent involontairement. Les ambulanciers commencèrent à lui expliquer la situation, mais leurs voix se perdirent dans le tumulte qui régnait dans son esprit. 7 mois de grossesse, dirent-ils. Les douleurs avaient commencé quelques heures plus tôt. La clinique locale n'avait pas pu la prendre en charge. Elle s'appelait Sophia Carter. On l'appelait Anna. James entendait son cœur battre à tout rompre dans ses oreilles. Ce n'était pas un simple cas, c'était tout autre chose. Une tempête venait de s'abattre sur son service des urgences sous la forme d'une enfant qui aurait dû jouer à la poupée et non porter un enfant dans son ventre. Et dans cette tempête, il sentait une obscurité qui n'avait pas encore révélé sa véritable nature. Anna ne parlait pas. Elle ne clignait pas des yeux. Elle était allongée là comme une poupée qui avait été placée trop brutalement dans une histoire qui n'était pas la sienne. James Parker, un homme qui avait vu des blessures par balles, des suicides, des overdoses et les ravages du temps, sentit son sang-froid se fissurer légèrement. Cette nuit allait être différente et il ne la laisserait pas passer sans rien faire. La salle d'examen était plus froide que d'habitude, ou peut-être était-ce le silence qui donnait cette impression, un silence anormal qui s'accrochait au mur et flottait comme un brouillard. La lumière du plafond baignait tout d'une lueur stérile, rendant la petite fille sur le brancard encore plus déplacée, comme si elle avait été découpée dans un autre monde et collée dans celui-ci. Sophia Carter, Anna, était immobile. Ses cils sombres papillonnaient de temps en temps, mais son regard restait détaché, fixé quelque part loin au-delà des dalles du plafond. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, sans effort, sans détente, juste distante. Le docteur James Parker se tenait à côté d'elle, les gants en latex collés à ses mains, palpant doucement son abdomen. Chaque mouvement était précis, clinique, mais sous ce contrôle apparent, ses pensées s'emballaient. Les scanners avaient en confirmé ce que ses yeux redoutaient déjà. 7 mois de grossesse, fœtus viable, aucun traumatisme visible, aucun signe extérieur de résistance. Mais tout cela ne racontait qu'une partie de l'histoire. La grand-mère, Méline, se tenait près de la porte, les bras croisés sur la poitrine comme pour se protéger de quelque chose d'invisible et d'étouffant. Son visage portait le poids de trop de questions sans réponse. « Elle ne parle pas », avait-elle murmuré plus tôt, refusant de croiser son regard. « Pas depuis que tout cela a commencé.
James ne l'avait pas pressé de questions. Il avait déjà vu le déni se faire passer pour une protection. Il savait que le chagrin portait de nombreux masques. À présent, dans le silence de la pièce, il observa à nouveau le visage d'Anna. Les enfants ne se taisaient pas sans raison. Les traumatismes leur volaient leur voix, réécrivaient leurs instincts, bouleversaient leur conception même de la sécurité. Il se pencha légèrement vers elle. « Anna », murmura-t-il, à peine audible, comme s'il s'adressait à un animal sauvage qui pourrait s'enfuir s'il était surpris. « Tu es en sécurité maintenant ?» Elle ne broncha pas. Ses yeux ne bougèrent pas, mais le bout de ses doigts, posés sur le bord de la fine couverture, se recroquevillèrent légèrement, presque imperceptiblement. Cela suffit. Il recula et regarda l'armoire murale, où il prit un petit cahier à spirale. Il prit ensuite un crayon. Il posa délicatement les deux objets à côté d'elle. « Parfois, il est plus facile de dessiner que de parler, » dit-il doucement. « Vous n'avez rien à dire, dessinez simplement ce que vous ressentez. » Pas de réponse, pas même un signe de reconnaissance. Il laissa les objets là où ils étaient, prit une inspiration et se tourna vers le moniteur pour vérifier une nouvelle fois ses signes vitaux, normaux, réguliers, stables. Mais rien de tout cela n'était normal. Il ne pouvait pas se débarrasser de l'image de son ventre. Le contraste était trop saisissant. Une enfant devenant le berceau d'une autre vie. Comment le monde pouvait-il permettre cela? Alors qu'il rassemblait ses pensées, il entendit un bruit faible, à peine perceptible, le léger grattement d'un crayon sur du papier. Il se retourna lentement. Anna était en train de dessiner, ses doigts bougeant avec un rythme mécanique, ni frénétique, ni réfléchi, juste délibéré. James ne dit rien. Il se contenta d'observer, le cœur lourd et l'espoir vacillant comme une bougie à l'intérieur de lui. Quoi qu'elle s'apprête à mettre sur cette page, ce ne serait pas seulement un dessin, ce serait le premier signe. Elle ne pleurait pas, elle ne gémissait pas, elle regardait simplement, comme si tout ce qui l'entourait, cette pièce, ces gens, le poids dans son corps, faisait partie d'un rêve qui s'estompait et auquel elle n'appartenait plus. Les yeux de Sophia reflétaient un silence qui ne s'était pas installé du jour au lendemain. C'était un silence nourri par la peur, recouvert de trahison et scellé par une honte trop profonde pour qu'une enfant puisse la nommer. Le Dr James Parker avait déjà vu ce genre de regard, mais jamais chez quelqu'un d'aussi jeune, d'aussi incroyablement jeune. Il se souvenait d'un garçon de 12 ans, amené à l'hôpital après un accident de voiture qui avait coûté la vie à son père. Le garçon avait passé 3 jours à fixer le vide. Quand il avait enfin parlé, c'était seulement pour demander s'il avait le droit de ressentir à nouveau quelque chose. Cette question avait hanté James pendant des années, et maintenant Anna était là, plus petite, plus calme, mais avec la même question brûlant derrière ses grands yeux vitreux. Est-ce que je peux ressentir à nouveau? Le dessin gisait entre eux, inachevé, une maison aux fenêtres ombragées de traits épais. La porte fermée à clé, aucune lumière en vue. À côté, une silhouette longue, sombre, informe, plus grande que la maison elle-même. Dans le coin inférieur droit, une silhouette plus petite avec des larmes plus grosses que son visage. James ne toucha pas le papier, ne lui demanda pas d'explication. Ce n'était pas le moment. Au lieu de cela, il s'assit sur le petit tabouret à côté d'elle, non pas en tant que médecin, ni en tant qu'homme à la recherche de réponses, mais simplement en tant que personne désireuse de rester dans son silence. Il y avait une étrange sainteté dans cet instant, un silence sacré que seul un traumatisme pouvait créer. Et dans ce silence, James ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'impuissance, non pas celle qui provoque la panique, mais celle qui permet d'écouter. Il jeta un nouveau coup d'œil au moniteur. Son cœur battait fort. L'enfant qu'elle portait bougeait, la vie insistait pour continuer, même lorsque le monde refusait d'avoir un sens. Derrière lui, il entendit le murmure d'une infirmière vérifiant le matériel, le clic d'un tiroir qui se refermait, le sifflement de la porte qui coulissait dans son cadre. Chaque bruit semblait amplifié, intrusif, mais Anna ne réagissait à rien. Ou alors elle était ailleurs, ou peut-être nulle part. James se demanda à quoi avait ressemblé son dernier jour de bonheur. Un parc, une maison de poupées, une histoire avant de s'endormir. Quand son enfance avait-elle commencé à s'assombrir? Quand les ombres avaient-elles pris le dessus? Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les doigts entrelacés. Sa voix, lorsqu'elle sortit, était plus un souffle qu'un son. « Parfois, dit-il, nous nous taisons parce que personne ne nous a écoutés quand nous avons crié. » De risquer le regard d'Anna quitta légèrement le plafond pour se poser sur le bord du lit. Cela suffit pour lui dire qu'elle avait entendu.
C'était peut-être tout ce qu'il pouvait lui offrir ce soir-là. Pas de solution, pas de salut, mais de l'espace et sa présence. Il reviendrait demain, et le jour d'après, car même les cris les plus forts commencent par des murmures emprisonnés derrière des yeux qui gardent le silence. Le dessin était posé sur le comptoir à côté d'un plateau d'instruments inutilisés. De légères traces de crayons effacés sur les bords où de petites mains avaient hésité en disaient plus long que les mots. La maison n'avait pas d'allée, pas de ciel au-dessus, pas d'arbres autour, juste un rectangle avec des fenêtres à volets et une seule porte marquée d'un cadenas lourd et irrégulier. Le docteur James Parker se tenait à côté, les bras croisés, les yeux scrutant chaque ligne comme une carte menant à un endroit indescriptible. Au cours de ces années de pratique, il avait appris à interpréter le silence, mais les dessins, il véhiculait un langage différent, qui s'exprimait à travers les doigts plutôt que les cordes vocales. Ce n'était pas l'imagination d'un enfant en face de vous, c'était un souvenir. Et les souvenirs, chez les enfants, ont tendance à se déformer, non pas pour tromper, mais pour survivre. La grande silhouette à côté de la maison, indéfinie, sans visage ni membres, se dressait comme une ombre projetée par quelque chose de plus sombre que n'importe quel être humain. Elle ne touchait pas la maison, elle ne frappait pas à la porte, elle existait simplement à côté, une présence permanente. Elle était là, toujours là. Anna ne s'était pas dessinée près de la maison. Personne à l'intérieur, juste elle, loin dans un coin, pleurant sans bouche ni son. C'était une prison d'images. Chaque trait murmurait l'isolement, la terreur, la captivité. James prit une lente inspiration. En traumatologie, on vous apprenait que les premiers dessins pouvaient révéler des rapports de force, des zones de danger, la théorie de l'attachement. Mais il n'avait pas besoin d'un séminaire pour voir l'évidence. Cette maison n'était pas faite pour qu'on y entre, mais pour qu'on s'en échappe. La serrure de la porte était exagérée, plus sombre que le reste du croquis. Elle n'était pas simplement fermée, elle était fortifiée, comme si l'idée d'être piégé était devenue plus terrifiante que ce qui se trouvait à l'extérieur. Ou peut-être que ce qui se trouvait à l'extérieur était déjà entré, sans y être invité. Derrière lui, Anna était immobile. Ses doigts ne bougeaient plus. Le crayon reposait sur sa poitrine, tenu délicatement comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Sa respiration s'était ralentie, tombant dans un rythme presque trop calme pour une fille si loin de la sécurité. James prit délicatement le croquis et le glissa dans une pochette en plastique transparent, non pas comme preuve pour l'instant, mais pour le protéger. Ce n'était plus seulement un dessin, c'était un témoignage. Il reprit ses notes et décrivit lentement. Le sujet présente des signes de traumatisme aigu, s'exprimant à travers des images symboliques. Le dessin initial suggère un sentiment d'enfermement, d'isolement émotionnel et une menace extérieure imminente. Aucune silhouette humaine à l'intérieur de la maison, indiquant l'absence de sécurité dans l'environnement familial tel qu'il est perçu. Il fit une pause, puis ajouta « La grande silhouette sombre pourrait représenter une personne ayant une influence psychologique importante, dont l'identité est inconnue. » Il referma le dossier et laissa le silence revenir. La porte verrouillée du dessin le hantait plus que toutes les blessures qu'il avait jamais soignées, car certaines blessures ne saignaient pas. Elles étaient cachées derrière des murs érigés par la peur. Et l'enfant allongé sur sa table avait vécu derrière l'un d'eux bien avant de franchir les portes de son hôpital. Elle était assise dans la salle d'attente, les mains si fermement serrées qu'elles semblaient soudées, comme si elle craignait que le monde entier s'écroule si elle les lâchait. Mais Lynn Carter n'était pas une femme qui se laissait facilement ébranler. La vie lui avait enseigné trop de leçons difficiles pour cela. Elle avait enterré son mari, élevé seule sa fille et travaillé à 2 emplois jusqu'à plus de 60 ans. Elle était dure, le genre de femme qui tirait sa fierté de son silence, car le silence était synonyme de force. Mais ce silence était différent. Celui-ci la dévorait. James l'observait depuis le poste des infirmières, ne sachant pas comment l'aborder. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait un tuteur pris dans les griffes de l'incertitude, mais rarement cela avait semblé aussi absolu. Il s'approcha lentement, délibérément. Elle ne leva pas les yeux. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Les néons bourdonnaient, l'horloge tic-taquait, un brancard grinçait dans le couloir au loin. Les yeux de Demeline restaient à eux fixés sur le sol, comme si elle craignait que croiser son regard ne confirme le pire. Quand elle finit par parler, sa voix n'était plus qu'un murmure. « Je ne sais pas comment cela a pu arriver, dit-elle,
Mais elle ne semblait pas sur la défensive, elle semblait désespérée. James s'assit à côté d'elle, non pas en tant que médecin, mais en tant que témoin de sa peur, de son chagrin, de cette vérité tacite qui pesait sur sa poitrine comme un poids énorme. « Ce n'était qu'une enfant, » murmura-t-elle. « Juste une enfant. » Il ne répondit pas. Aucun mot n'était assez doux pour adoucir une vérité aussi cruelle. « Je ne l'ai pas vue venir, » répéta-t-elle. « Elle n'a jamais rien dit. Elle n'a pas pleuré, n'a pas crié, ne m'a rien dit. » Elle secoua la tête, les larmes brouillant sa vision. « Peut-être que je ne voulais pas voir. Peut-être que j'avais peur de ce que je pourrais découvrir si je regardais de trop près. » Sa confession s'écoula lentement, comme du sirop à travers un pot fêlé, collante, réticente, mais irrésistible. « Elle a commencé à agir bizarrement il y a quelques mois, » dit-elle. Elle était plus calme, sursautait au moindre bruit. Je pensais que c'était peut-être juste l'âge. Les enfants changent, ils deviennent lunatiques. Méline se couvrit le visage de ses mains, mais je savais que quelque chose n'allait pas. C'était la phrase que James attendait, non pas comme preuve, mais comme révélation. Je me suis dit que ce n'était rien, que Reuben était un homme bien, que ça ne pouvait pas être lui. Mais j'ai vu des choses. La façon dont il la regardait quand il pensait que je ne le voyais pas, comment il semblait toujours être dans la même pièce qu'elle quand elle était seule. Elle baissa les mains et regarda James pour la première fois. J'aurais dû lui demander. J'aurais dû la protéger. J'aurais dû... « Tu es là maintenant, » dit-il doucement. Elle ferma les yeux. Une seule larme coula sur sa joue, mais elle ne dit plus rien, car parfois, les vérités les plus douloureuses sont celles qui restent coincées au bout des mots. Et parfois, la plus grande culpabilité ne vient pas de ce que nous avons fait, mais de ce que nous avons choisi de ne pas voir. L'hôpital était redevenu calme, comme si la tempête s'était momentanément calmée, mais James savait que ce n'était pas le cas. Le calme ne signifiait pas la sécurité. Le silence ne signifiait pas la paix. Cela signifiait seulement que le bruit s'était tu. Il se tenait près de la fenêtre de la chambre d'Anna, les bras croisés, les yeux suivant la courbe de son petit corps sous la couverture de l'hôpital. Les moniteurs clignotaient régulièrement à côté d'elle, indifférents à la tragédie humaine qui se déroulait à quelques centimètres de là. Elle s'était endormie, ou du moins avait sombré dans quelque chose qui y ressemblait, immobile, enveloppée dans un monde qu'elle s'était construit pour survivre. James avait vu des os cassés se ressouder et des cœurs redémarrer, mais il n'existait aucune machine pour mesurer ce genre de blessure, aucun scanner capable de montrer comment un traumatisme pouvait briser l'esprit d'un enfant, petit à petit. Il y avait des blessures que personne ne pouvait voir. Il retourna lentement vers le poste des infirmières et récupéra le dossier qui commençait à lui sembler plus lourd que son poids réel. Les résultats de l'échographie confirmaient la grossesse. Âge fœtal d'environ 30 semaines, aucun signe d'hémorragie interne, aucun marqueur de MST, aucun traumatisme physique apparent. Tout était normal. Trop normal. Il feuilleta ses notes, puis s'arrêta, et le dessin. Il le ressortit et le regarda comme s'il le voyait pour la première fois. C'était le cadenas qui le hantait, pas la silhouette menaçante ni même les larmes. Le cadenas signifiait que quelqu'un voulait entrer ou sortir, mais dans tous les cas, quelqu'un devait contrôler la porte, et les enfants ne mettaient pas de cadenas sur leur imagination. James se retourna et croisa le regard d'Helena, l'assistante sociale de l'hôpital qui venait d'entrer. Elle lui fit un signe de tête, ferme et calme, le genre d'attitude acquise après des années passées à côtoyer la fragilité humaine. « Elle se repose », dit-il avant qu'elle ne pose la question. « Je lui parlerai quand elle se réveillera », répondit Helena doucement. Il acquiesça, mais à l'intérieur, une pression montait, pas de panique, pas même de colère, quelque chose de plus froid, de plus calculé. Quelqu'un avait fait cela, et cette personne avait compté sur le silence pour la protéger, avait misé sur le fait qu'une enfant ne parlerait pas, qu'une grand-mère ne poserait pas de questions, qu'un système fermerait les yeux jusqu'à ce qu'il soit trop tard. James fixa à nouveau la pièce. Il pensa à sa propre fille, disparue depuis 5 ans, emportée par la leucémie, une perte qui avait bouleversé sa conception de la douleur. Mais là, c'était la nature, cruelle mais aveugle. Ici, c'était délibéré. Il en ressentait tout le poids dans sa poitrine. Il ne s'agissait plus seulement d'Anna. Il s'agissait de tous les enfants qui s'étaient jamais tus dans une pièce bruyante, de tous les dessins qui avaient été considérés comme des jeux, de tous les regards qui n'avaient pas été examinés. James Parker se fit alors une promesse silencieuse,
Debout dans le bourdonnement des néons, il ne s'arrêterait pas au traitement. Il irait plus loin et il ne reviendrait pas les mains vides. La première fois que James V. Ruben s'était arrêté à travers la vitre dépolie de l'entrée réservée aux familles de l'hôpital. Au début, ce n'était qu'une ombre, grande, mince, marchant lentement derrière une infirmière. Il avait la posture d'un homme qui ne s'attendait pas à être interrogé et l'expression de quelqu'un qui pensait n'avoir rien à cacher. Mais les ombres révèlent rarement leur noirceur. James l'observait de loin, debout à moitié caché derrière un mur d'angle. Il n'était pas prêt à parler, pas encore. Il voulait regarder, évaluer, voir ce qui transparaissait avant même que l'homme n'ouvre la bouche. Ruben entra dans la salle d'attente où Méline était assise avec une tasse de café intacte. Au moment où leurs regards se croisèrent, quelque chose changea en elle. Ses épaules se raidirent et ses lèvres s'entr'ouvrirent, non pas pour parler, mais comme si son souffle s'était bloqué dans sa gorge. Elle détourna presque instantanément le regard. Ruben ne la toucha pas. Il s'assit simplement à côté d'elle, les mains jointes entre les genoux, le regard fixe, perdu dans ses pensées. James s'approcha, marchant à pas feutrés. Il surprit des bribes de leur conversation. « Comment va-t-elle » demanda Ruben d'une voix basse et posée. « Elle dort, » murmura Méline. « Ils font d'autres examens. Tu as dit qu'elle souffrait. Tu es sûr que ce n'est pas... » Elle ne répondit pas. Ce silence en disait plus long que n'importe quel mot. James continua d'avancer, sans entrer dans la pièce, juste et assez pour donner l'illusion d'une certaine distance tout en continuant d'écouter. « Elle ne m'a pas adressé la parole depuis des semaines, » poursuivit Ruben. « J'ai essayé, tu sais, j'ai essayé. Le voilà. » Ce subtil transfert de responsabilité, cet art de paraître inquiet tout en rejetant subtilement la faute sur celui qui ne peut pas s'exprimer. James l'avait déjà entendu, de la bouche de parents, d'amants, voire d'enseignants. « J'ai essayé. » Comme si l'effort absoudrait la responsabilité. Il retourna au dossier d'Anna, mais ses pensées restèrent ancrées dans cette pièce. Quelque chose chez Ruben lui semblait trop neutre, trop prudent, le genre d'homme qui avait appris très tôt à sauver les apparences. Il prit une note. Sujet Ruben, figure paternelle, réaction neutre à son arrivée, aucune question sur le fœtus, ton contrôlé, aucune instabilité émotionnelle visible, non défensif mais passif. Plus tard dans l'après-midi, Elena rencontra Méline en privé. James n'était pas présent, mais le couloir était très étroit. Il ralentit le pas en passant. « Je ne sais pas, Elena, » murmura Méline, la voix brisée. « Je ne sais plus ce que j'ai vu. »« Essaie de te souvenir, » répondit Elena doucement. « Tout ce qui t'a semblé bizarre. » Il y eut un silence. « Il voulait toujours l'aborder, » dit Méline, même quand elle disait qu'elle n'avait pas sommeil. Il insistait. « Au début, je trouvais ça mignon. » James ferma les yeux. Elle a commencé à changer après ça, à se renfermer, à sursauter quand les portes s'ouvraient trop vite. Je lui ai demandé une fois et il m'a dit qu'elle faisait des cauchemars. Ce n'était pas un aveu, ce n'était même pas une accusation, mais c'était une fracture, une fine fissure dans le cadre poli de la normalité domestique, du genre qui pouvait se propager rapidement dès qu'elle était exposée à la lumière. James comprit alors que Ruben n'était pas seulement une ombre dans le dessin d'Anna. Il faisait partie du cadre lui-même, et les ombres projetées par ceux qui sont les plus proches de la lumière sont souvent les plus sombres. Le deuxième dessin apparut sans cérémonie. Personne ne le demanda, personne ne l'y incita. Il arriva simplement, posé discrètement sur le plateau à côté de son lit en fin d'après-midi, un morceau de papier plié dont les bords étaient doux et usés à force d'avoir été tenus, peut-être cachés. Elena le trouva la première. Elle était entrée avec la démarche légère de quelqu'un qui comprend le poids des blessures invisibles. Elle ne dit rien au début, se contentant de s'asseoir à côté d'Anna et d'attendre, comme elle le faisait toujours. Anna ne lui prêta aucune attention, mais elle ne broncha pas non plus quand Elena prit le papier. Elle le déplia lentement et se figea. James arriva quelques instants plus tard, appelé par le ton incertain d'une infirmière. Quand il entra dans la chambre, Elena lui tendit le dessin sans un mot, le visage impassible. Le style était similaire au premier, grossier, brut, dessiné par une main qui avait vu plus qu'elle n'aurait dû. La même maison était là, les fenêtres toujours fermées, la porte toujours verrouillée, mais cette fois, il y avait deux silhouettes à côté. Non seulement la silhouette originale, grande et sans traits distinctifs, mais aussi une deuxième silhouette, légèrement plus petite. Celle-ci était esquissée avec plus d'hésitation, ses traits tremblants, comme si même la recréer demandait un effort presque insupportable. James l'étudia attentivement. La deuxième silhouette se tenait plus loin de la maison, sans toucher quoi que ce soit.
pas même le sol. Elle semblait flotter, à peine esquissée, comme si Anna elle-même ne savait pas si elle était réelle ou imaginaire. Mais elle était là, et Anna l'avait vue. Il regarda Anna, qui était maintenant réveillée, et le regardait avec les mêmes yeux écarquillés et indéchiffrables. « Elena, dit James doucement, savons-nous si elle a reçu des visiteurs en dehors de la famille ?» Elena secoua la tête. « Pas encore, mais je vais vérifier les registres d'admission. » James acquiesça, puis il posa la question à laquelle aucun d'eux ne voulait répondre. « Est-il possible que Reuben n'ait pas agi seul ?» Il n'y eut pas de réponse, seulement le silence. Anna cligna lentement des yeux, puis détourna le regard vers la fenêtre, comme si le monde extérieur avait plus à offrir que celui qui se trouvait entre ses murs. James ne lui demanda pas d'explication. Il s'assit simplement, le dessin toujours à la main. 2 silhouettes, une maison, un enfant. Il savait ce que cela signifiait. Quelqu'un d'autre avait été là, observant, attendant, peut-être même participant. Cette possibilité lui donna la chair de poule, non seulement parce qu'elle amplifiait l'horreur, mais aussi parce qu'elle signifiait que le cercle de confiance qui entourait Anna avait été brisé à plusieurs endroits. Ce n'était pas l'histoire d'un monstre, mais celle d'un schéma. Il reprit ses notes et écrivit tranquillement. 2e personnage introduit, identité inconnue, proximité avec l'environnement du traumatisme initial suggéré, style de dessin suggérant une hésitation, un conflit émotionnel, peut-être une présence plus passive, observateur ou facilitateur. Il fit une pause puis ajouta « Il faut envisager la présence d'un 2e agresseur, psychologique ou physique, ou les deux. » Il releva la tête. Anna n'avait pas bougé, mais elle avait dit quelque chose sans parler. Et ce qu'elle avait dit, c'était ceci. Cela n'était pas arrivé à cause d'une seule personne. Et cette prise de conscience, cette vérité glaciale qui lui apparut soudain, à savoir que les monstres chassaient parfois en couple, fut le début de quelque chose de bien plus sombre que James n'avait osé l'imaginer. C'est Méline qui l'évoqua la première, sans le nommer et sans le vouloir. Ils étaient assis dans la salle de consultation familiale, dont les murs d'un beige terne tentaient en vain d'apporter un peu de réconfort. La lumière bourdonnait au-dessus de leur tête, tandis que James prenait discrètement des notes, laissant Méline parler à son rythme. « Il était toujours là, » dit-elle soudainement, sans y être invitée, les yeux toujours fixés sur la table. Et il avait toujours quelque chose à déposer. De la soupe, des magazines, une fois même une écharpe qu'il disait avoir tricotée pour Anna. James leva les yeux. Elle continua d'une voix plus lente. « Je pensais qu'il était juste seul, à la retraite, qu'il vivait seul, sans enfant, toujours debout à sa fenêtre regardant la rue. Une pause. Parfois, je le surprenais debout là, immobile, qui regardait. Elle secoua rapidement la tête, comme pour se reprocher d'avoir mentionné cela. Ce n'est probablement rien, juste un vieil homme inoffensif qui a trop de temps de libre. Mais James en avait vu assez pour savoir que c'était souvent ainsi que commençaient les histoires comme celle d'Anna, et trop souvent aussi qu'elles finissaient. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-il gentiment. « Eddie » répondit-elle. « Eddie Holloway. Il vit dans l'appartement derrière le nôtre depuis des années. » Ce soir-là, James revit les dessins. 2 silhouettes, l'une distincte, l'autre hésitante. Eddie était-il la 2e silhouette, ou simplement un observateur, un homme en marge de l'horreur, qui en savait peut-être plus qu'il n'osait le dire. Le lendemain matin, James sortit le dossier d'Anna et ajouta une nouvelle note. Enquêter sur les relations proches, les personnes extérieures à la famille et qui côtoient fréquemment la victime, se concentrer sur Eddie Holloway, dont le comportement suggère qu'il pourrait être un témoin passif ou activement impliqué. Plus tard dans la journée, Elena se rendit au domicile d'Eddie sous prétexte de vérifier que tout allait bien dans le quartier. Elle revint à l'hôpital avec un bloc-notes et le front plissé. « Il était poli, dit-elle à James, trop poli. » James ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. « Il m'a demandé si Anna allait bien avant même que je mentionne son nom, » ajouta-t-elle, puis il a dit « Elle avait toujours les yeux si tristes, n'est-ce pas ?» Cette phrase frappa James comme un coup de poignard. Anna était calme, certes, renfermée, mais la tristesse n'était pas quelque chose qu'un voisin remarquerait si facilement, à moins d'avoir observé de très près, trop près. Plus tard dans la soirée, James demanda à Méline si Eddie avait déjà été seul avec Anna. Elle hésita. « 1 ou 2 fois, quand j'ai dû aller à la pharmacie, il m'a proposé de rester. Il a dit que ça ne le dérangeait pas. » Elle couvrit sa bouche de ses doigts tremblants. « J'ai trouvé ça gentil. » Je me suis dit... James resta dans le couloir devant la chambre d'Anna longtemps après la fin des heures de visite. Il la regardait dormir.
la lueur du moniteur projetant des ombres sur son visage. Il imaginait une enfant observée, surveillée, interprétée à travers la vitre et les rideaux par quelqu'un qu'elle considérait comme un voisin, une aide, un ami. Mais le pire n'était pas le fait d'être observé. C'était le silence qui suivait, le silence d'adultes trop fatigués, trop distraits ou trop effrayés pour poser les bonnes questions. James prit une autre note, puis la barra. Certaines vérités n'avaient pas besoin d'être écrites, elles devaient être affrontées. La maison d'Eddie était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre de la part d'un homme qui vivait seul depuis des décennies. Propre, prévisible, d'un calme trompeur. Elena y était retournée, cette fois-ci accompagnée d'un agent de quartier, non pas pour l'interroger, mais simplement pour vérifier qu'il allait bien. James lui avait demandé de garder les yeux ouverts, en particulier pour repérer tout ce qui n'était pas à sa place. Parfois, le danger ne se cachait pas dans des tiroirs verrouillés ou des coffres forts. Parfois, il était bien visible. Le salon était encombré, mais pas de manière chaotique. C'était le désordre qui résulte d'une routine bien établie. Un journal plié, avec une précision chirurgicale, des napperons sous chaque lampe, une bibliothèque où les livres n'étaient pas classés par titre ou par auteur, mais par couleur. Et sur la cheminée, quelques photos, pas beaucoup. La plupart étaient inoffensives, une photo encadrée d'Eddie jeune homme en uniforme militaire, une autre d'un chien, un Golden Retriever décoloré par le temps, et un petit cadre légèrement tourné vers le mur, comme s'il avait été placé à la hâte et oublié. C'était Elena qui le remarqua. Elle le souleva délicatement et le tourna vers la lumière. On y voyait un garçon âgé d'environ 7 ans, assis sur un banc dans ce qui semblait être un jardin, souriant, non pas largement mais timidement, comme on lui avait demandé de le faire. Derrière lui, à moitié coupé par le cadre, se tenait Eddie, la main posée sur l'épaule du garçon. Il n'y avait ni légende, ni date, ni marque distinctive, juste un instant figé dans le temps qui semblait être le murmure d'un souvenir longtemps enfoui. Elena l'apporta à James plus tard dans la journée. Il la tint longtemps entre ses mains. Le garçon n'était pas Anna, cela ne faisait aucun doute, mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont ses épaules étaient légèrement voûtées, dans la tension subtile de son sourire. C'était un enfant qui essayait de se faire tout petit, un enfant qui avait appris que les appareils photo ne capturent pas la peur, seulement son déguisement. James retourna la photo. Rien. Il la regarda à nouveau, imaginant la conversation qui avait pu précéder la photo. Souris pour la caméra, je t'ai dit de sourire. Il posa le cadre 2 sur son bureau à côté des dessins d'Anna. 3 images maintenant, provenant de 3 sources différentes. Une dessinée en silence, une gardée secrète, une observée trop longtemps. La question n'était plus de savoir si, la question était de savoir qui et jusqu'où cela était allé. Il appela les services de protection de l'enfance pour demander à consulter le dossier d'Eddie Holloway. Pas d'accusation, pas d'enquête officielle, mais des rumeurs, des notes, n'importe quoi. Plus tard dans la soirée, il reçut un appel. Il y avait bien eu un signalement il y a près de 20 ans. Un garçon nommé Léo, le fils d'un voisin. Déclaration retirée, affaire classée. Léo avait déménagé. Eddie était resté. Et la photo était restée avec lui. Cette nuit-là, James regardait par la fenêtre de l'hôpital, les lumières de la ville se fondant dans la vitre. Quelque part, Léo avait emporté son silence dans l'âge adulte, tout comme Anna emportait le sien. Des enfants différents, mais la même ombre. Et les ombres, réalisa James, ont une mémoire. Elles ne se contentent pas de suivre, elles reviennent. Il y a des moments si calmes qu'ils ne laissent pas d'écho. Des moments où le son serait une miséricorde, ou même le craquement d'une planche, le froissement d'un tissu, pourrait prouver que quelque chose s'est réellement passé. Mais dans le souvenir qu'Anna gardait, il n'y avait aucun son, seulement un clic. Et elle ne se souvenait pas des mots, s'il y en avait eu. Ils s'étaient dissous dans les murs. Elle ne se souvenait pas de l'heure exacte, ni si c'était le jour ou la nuit, l'été ou l'automne. Le traumatisme avait le don d'effacer les dates et de les remplacer par des sensations. La froideur d'une poignée de porte, le silence d'un couloir, la façon dont son estomac s'était noué avant que son cerveau ne comprenne pourquoi, et puis la serrure. Dans son esprit, ce n'était pas un objet mécanique. Il n'existait pas en métal ou en bois. C'était émotionnel, spirituel. Une serrure placée entre elle et le monde extérieur, installée au moment où elle avait compris que personne ne viendrait. Personne ne ferait irruption, aucune voix n'appellerait à l'aide, aucun bruit de pas ne dévalerait les escaliers. Elle était seule. Et c'est alors que le clic retentit. Il n'était pas fort, il ne résonna pas,
mais il était définitif. C'est à ce moment-là qu'elle a cessé d'être une enfant au sens où le monde comprend l'enfance. C'est à ce moment-là que la sécurité est devenue une idée, et non plus un lieu. James comprit alors que le dessin de la porte verrouillée ne représentait pas une fuite ou une entrée. Il ne s'agissait même pas d'intimité. Il s'agissait d'une décision définitive. Une enfance était coupée du monde, non pas pour se protéger, mais pour empêcher le monde d'empirer les choses. Il s'assit à côté d'Anna pendant qu'elle dormait, observant le léger tremblement de ses doigts, les mouvements occasionnels derrière ses paupières. Il se demanda si elle rêvait, si la porte fermée la suivait jusque-là, si derrière cette barrière symbolique, elle avait créé un monde où elle pouvait exister sans être vue. Et si c'était le cas, que faudrait-il pour qu'elle en sorte un jour? Cette question le hantait. De l'autre côté du couloir de l'hôpital, l'enquête s'intensifiait. Les agents se déplaçaient silencieusement, recueillaient des témoignages, établissaient la chronologie des faits. Mais ici, dans cette pièce, l'affaire ne se construisait pas à partir de preuves, elle se dévoilait à travers le silence. James repensa à ses cours de psychologie du traumatisme à la faculté de médecine. Les schémas, les définitions, les symptômes. Rien de tout cela ne l'avait préparé à cela. À la petite fille qui dessinait des serrures au lieu de pleurer, à la grand-mère qui tressaillait à ses propres souvenirs, au beau-père qui souriait de manière trop régulière, au voisin qui en savait trop et en disait trop peu. Il ferma le dossier d'Anna et posa doucement sa main près de la sienne, sans la toucher, juste à côté. Il y a des moments où la guérison ne commence pas par la médecine ou la justice. Elle commence par la présence, la patience et la longue attente silencieuse qu'un enfant trouve la clé. Car personne d'autre qu'elle ne peut ouvrir la porte. Mais quelqu'un peut se tenir de l'autre côté et attendre. Cela a commencé par un murmure dans l'esprit de James, un inventaire silencieux qui s'est amplifié au fil des heures. Une liste non pas de faits ou de preuves, mais de presque. Il était assis seul dans la salle de pause, les lumières tamisées, une tasse de café tiède à la main, dans un silence épais comme un brouillard. Les murs autour de lui ne renfermaient pas seulement des ampoules fluorescentes et des dossiers médicaux, mais aussi l'écho d'histoires qui n'avaient jamais dépassé le stade de la conversation. Presque remarqué, presque signalé, presque cru, l'histoire d'Anna n'était pas unique par son horreur. Elle était unique par le fait qu'elle avait failli devenir une tragédie de plus, enfouie sous le poids de la routine. Il pensa à Méline. Elle avait failli poser les bonnes questions, failli suivre son intuition qui lui disait que quelque chose n'allait pas quand Anna avait arrêté de chanter en regardant les dessins animés, quand elle avait commencé à fermer sa porte à clé, quand elle avait commencé à sursauter au moindre bruit, presque. Il pensa aux enseignants qui avaient probablement remarqué qu'elle était devenue plus silencieuse en classe, à l'infirmière qui avait noté sa prise de poids sans lui demander pourquoi elle était si soudaine, aux voisins d'en face qui avaient sans doute remarqué des choses étranges, des petits gestes, mais qui avaient choisi de détourner le regard. Il pensa à Eddie, qui s'était presque fondu dans la masse, qui semblait presque inoffensif, qui passait presque pour quelqu'un de gentil, et Reuben, qui aimait presque Anna comme un beau-père devrait l'aimer, qui avait presque convaincu tout son entourage qu'il était le refuge dont elle avait besoin. James fixait sa tasse, observant les ondulations du café. Il s'ajouta à la liste. Il avait failli poser des questions plus difficiles à la grand-mère le premier soir. Il avait failli défier son silence. Il avait failli ne pas apporter le cahier de dessin, failli manquer la seule chose qui avait permis à Anna de s'exprimer. C'était une terrible prise de conscience que sauver quelqu'un se résumait souvent à remarquer ce qu'on avait appris à ignorer. Les petits changements de comportement, les minuscules dessins, les presque. Il retourna dans la chambre d'Anna, le dossier à la main mais le cœur instable. En ouvrant la porte, il la vit assise pour la première fois, les yeux fixés sur la fenêtre alors que les dernières lueurs du jour disparaissaient à l'horizon. Elle ne parlait pas. Elle ne le regardait pas. Mais elle était éveillée, présente, et cela suffisait. Il s'assit à côté d'elle, sans rompre le silence, le laissant s'étirer, le laissant vivre. Parfois, le silence n'était pas synonyme d'absence. Parfois, c'était un espace pour permettre à quelqu'un de décider si le monde avait encore une place pour sa voix. James ne la pressa pas. Il ne lui offrit pas de réconfort, il lui offrit sa présence. Et dans cette présence, il fit le vœu silencieux de ne plus jamais manquer les moments qui se jouaient la limite de la tragédie, de ne plus jamais laisser la douleur d'un enfant devenir une autre entrée sur la liste des presque. Parce que parfois, la justice commence par ne pas détourner le regard, et la guérison commence par quelqu'un qui, finalement, n'a pas failli ne pas voir. L'atmosphère changea avant que les mots ne sortent.
James le sentit dès qu'il entra dans la salle de consultation, où Méline était assise, le dos droit et les mains jointes sur les genoux. Cette fois, il n'y avait pas de café, pas de tremblement, juste un calme intense, délibéré, comme un fil tendu à l'extrême avant de se rompre. Sur la table, une seule feuille de papier. Elena l'avait posée là, avec soin, presque délicatement, comme si son contenu pouvait abîmer le bois. C'était la copie d'un rapport, pas encore officiel, mais tout aussi accablant. La déclaration d'un témoin, un enfant de 11 ans, qui avait vu Reuben entrer dans la chambre d'Anna tardant la nuit, à plusieurs reprises. L'enfant n'en avait pas parlé à ses parents, pensant que Reuben venait peut-être voir si Anna allait bien, et n'avait parlé que maintenant parce que la visite à l'hôpital l'avait effrayé et lui avait donné un sentiment de culpabilité. Cela suffit à faire basculer le silence de Méline dans quelque chose de plus dangereux. James ne dit rien. Il resta assis, les mains posées sur les accoudoirs de sa chaise, observant ses yeux qui bougeaient, non pas vers lui ni vers Elena, mais vers les stars fermées derrière elle, comme s'il y avait quelque chose à l'extérieur contre lequel elle se protégeait. « Je l'ai laissé entrer, dit-elle, enfin d'une voix basse. Je lui ai dit de l'appeler papa. Je lui ai donné les clés. » Elle ne pleurait pas, elle ne tremblait pas, mais chaque mot semblait sortir de sa gorge dans un effort violent. Je lui ai dit de lui faire confiance. Je lui ai dit qu'il l'aimait. Et chaque fois qu'elle se taisait, chaque fois qu'elle se détournait quand il entrait, je me disais qu'elle était juste timide. Elle baissa les yeux et vit ses mains pour la première fois, comme surprise qu'elle soit encore jointe. « Je ne me suis pas contentée de ne pas le voir, » murmura-t-elle. « Je l'ai encouragé. » Elena tendit doucement la main, en geste prudent et assuré, mais Méline retira la sienne. Elle me faisait confiance et je l'ai livrée. James ferma brièvement les yeux. Ce n'était pas un reproche, c'était une révélation, du genre qui réécrit chaque souvenir, chaque interaction, en leur donnant un nouveau sens. L'atmosphère dans la pièce devint pesante, non pas à cause du bruit, mais à cause de cette prise de conscience. Elena parla doucement. « Nous pensons que Reuben a peut-être agi pendant longtemps, peut-être même avant qu'Anna vienne vivre avec vous à plein temps. » Méline retint son souffle. « Vous pensez qu'il... » « Avant ?» James acquiesça lentement. « C'est possible. » Elle se leva alors brusquement, trop vite pour quelqu'un de son âge, son corps vacillant légèrement avant qu'elle ne se stabilise sur le bord de la table. « Je dois la voir, dit-elle. James hésita. « Méline, je dois la voir. » Il la conduisit dans la chambre sans un mot. Anna était à nouveau assise bien droite, la couverture enroulée autour d'elle comme une armure. Ses cheveux étaient désormais brossés, cachés derrière ses oreilles, mais ses yeux étaient les mêmes, toujours aussi grands, toujours aussi fatigués, toujours aussi incroyablement vieux. Méline entra et s'arrêta. Anna ne la regarda pas, elle ne broncha pas. Elle fixait simplement devant elle, les mains agrippées au bord du lit, les jointures blanches. « Je suis tellement désolée, » murmura Méline. « J'aurais dû savoir, j'aurais dû demander. » Silence. « J'aurais dû te protéger. » Silence. « Oh, j'aurais dû te protéger. » Anna cligna des yeux une fois. Lentement, puis tourna la tête, pas complètement, juste assez pour croiser le regard de son, et à cet instant, quelque chose se brisa. Pas le pardon, pas encore, mais la reconnaissance, un fragile fil de connexion tendu entre deux femmes séparées non pas par l'âge, mais par le regret. James observait depuis le couloir. L'atmosphère avait changé, elle était chargée, instable, car la culpabilité avait fait place au chagrin et le chagrin, lorsqu'il était exprimé à voix haute, avait le pouvoir de devenir plus que de la douleur. Il avait le pouvoir de devenir de la détermination. C'était la première fois qu'Anna se trouvait seule dans la pièce sans se sentir seule. La porte était entr'ouverte, pas fermée. La lumière du couloir filtrait à travers, douce et dorée, et non plus crue comme la première nuit. Quelque part derrière la vitre, le soleil de fin d'après-midi s'accrochait à l'horizon, peignant les nuages de touches de pêche et de bleu-gris. Elle était assise bien droite, non pas parce que quelqu'un le lui avait demandé, mais parce qu'elle le pouvait. Son dos reposait contre le cadre frais du lit et le bloc à dessin était ouvert sur ses genoux. Elle n'avait rien dessiné de nouveau depuis le deuxième personnage, non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle ne savait pas ce qui allait sortir ensuite. Et pour la première fois, cette incertitude ne la terrifiait pas. Elle existait simplement comme une question qui n'avait pas besoin d'une réponse immédiate. De l'autre côté de la pièce, une infirmière se déplaçait silencieusement, réglant le moniteur sans parler,
d'une présence douce et respectueuse. Personne n'avait touché Anna sans lui demander son avis au cours des 2 derniers jours. Cela comptait plus que tout le monde dans la pièce ne pouvait le savoir. Elle baissa les yeux vers ses mains. Les ecchymoses étaient désormais à peine visibles, visibles seulement pour elle, invisibles au scanner. Mais les tremblements avaient ralenti, pas cessé, mais ralenti. Méline était devenue et repartie. Ses paroles flottaient encore dans la pièce comme des fleurs séchées, fragiles, mais pas mortes. Anna ne savait pas si elle y croyait toutes, pas encore, mais elle avait vu quelque chose dans les yeux de sa grand-mère qui n'était pas là auparavant. Pas de la pitié, pas de la panique, juste de la douleur, celle qui n'essaie pas de réécrire le passé, mais seulement de le supporter sans détourner le regard. Cela aussi avait son importance. James ne lui avait rien demandé de nouveau depuis le 2e dessin. Il ne la pressait pas, ne la poussait pas. Parfois, il s'asseyait simplement près de la porte, écrivait, lisait, respirait le même air qu'elle. Il y avait quelque chose là aussi. Le fait d'être autorisé à guérir sans avoir à faire semblant, d'être observé sans être jugé. Le bloc-notes sur ses genoux bougeait légèrement sous ses doigts, qui bougeaient lentement, hésitants. Une ligne ici, une courbe là. Elle ne dessinait encore rien, elle laissait simplement sa main se rappeler comment bouger sans crainte. Chaque trait était comme une respiration. Et entre ces respirations, elle commença à remarquer des choses, que la pièce ne sentait pas l'eau de Javel aujourd'hui, que la couverture était plus douce lorsqu'elle choisissait de la tenir plutôt que lorsqu'on la tirait sur elle, que le silence ne criait plus, il murmurait. Et pour une fois, il ne murmurait pas le danger, il murmurait peut-être. Peut-être que demain, elle finirait un dessin, peut-être qu'elle demanderait de l'eau à voix haute au lieu de pointer du doigt, peut-être qu'elle dormirait sans allumer la lumière, peut-être qu'elle les croirait quand ils lui disaient que ce n'était pas sa faute. Peut-être, mais pas encore. Et ce n'était pas grave. La guérison n'était pas bruyante. Elle n'arrivait pas avec des trompettes ou des déclarations. Elle venait dans le souffle d'entre 2 tempêtes, dans le calme après que la vérité ait été dite, mais avant que la justice ne prenne toute sa forme. Elle venait des infirmières qui frappaient avant d'entrer, des médecins qui attendaient que vous les regardiez avant de parler, des grandes-mères qui avouaient ce qu'elles ne voyaient pas, des pièces silencieuses où personne ne vous demandait d'aller bien. Anna posa son crayon sur le papier, sans avoir terminé, sans même avoir commencé, mais prête. Et quelque part au fond d'elle-même, là où le verrou s'était autrefois refermé, quelque chose commença à bouger, pas à s'ouvrir, pas encore, mais à s'adoucir. Et dans cet adoucissement, une graine fut plantée, non pas celle de la confiance, ni celle du pardon, mais celle de la possibilité. James était assis à son bureau longtemps après le coucher du soleil. L'hôpital était calme autour de lui, le bourdonnement des lumières fluorescentes lui tenant étrangement compagnie. Devant lui se trouvaient les 2 dessins, la maison d'Anna, fermée et sombre, et celui avec le 2e personnage, hésitant et tremblant au crayon. Il les avait étudiés encore et encore, tracé chaque ligne dans son esprit, mémorisé les espaces vides. Mais ce soir-là, il ne regardait pas ce qui était là. Il fixait les vides, les coins vides, les endroits intacts, les choses qu'elle n'avait pas dessinées. Pas de ciel, pas de soleil, pas d'étoiles, pas un seul arbre, pas un brin d'herbe, pas d'animaux domestiques, pas de gens souriants, pas de portes ouvertes, pas de mains tendues, pas de fenêtres éclairées de l'intérieur. Il fut frappé par le caractère délibéré de tout cela, même dans le chaos d'une main d'enfant. Elle n'avait rempli la page que là où résidait la douleur. Tout le reste était absent, non pas oublié, mais effacé. Cette absence était trop flagrante pour être une coïncidence. Elle avait effacé tout espoir de la page et, ce faisant, lui avait montré exactement à quoi ressemblait son monde. Un endroit où la lumière n'avait pas sa place, où l'amour n'était pas réel, où la sécurité n'était pas une possibilité mais un mythe. James se cala dans son fauteuil, la fatigue envahissant ses épaules. Il repensa à quelque chose que sa défunte épouse avait l'habitude de dire des années avant le cancer, lorsque leur fille rentrait de l'école en pleurant et se réfugiait dans sa chambre sans donner d'explication. « Ne lui demande pas ce qui s'est passé, disait-elle. Demande-lui ce qui ne va pas. » Il n'avait pas compris à l'époque. Maintenant, oui, les traumatismes s'exprimaient souvent dans l'ombre, mais parfois, le cri le plus fort était un ciel vide. James ferma le dossier et se leva, s'étirant lentement. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda le parking où la neige avait recommencé à tomber, légère, vaporeuse, mais persistante. Il se souvenait du regard d'Anna lorsqu'elle avait vu le cahier pour la première fois. Grand, sans peur, sans espoir, juste vide, comme un écran attendant une projection.
Elle n'avait pas dessiné d'arbre parce qu'elle n'en avait pas vu récemment, ni avec émerveillement, ni comme refuge. Elle n'avait pas dessiné d'étoiles parce que les étoiles signifiaient des souhaits, et on ne fait pas de souhaits quand on a déjà décidé que personne n'écoute. Qu'avait-elle oublié de dessiner ? Sa mère, sa chambre, son école, non pas parce qu'elle n'existait pas, mais parce qu'elle ne lui appartenait plus. Lorsque le monde devenait dangereux, l'esprit prenait des ciseaux pour découper les souvenirs, éliminant tout ce qui avait autrefois apporté la paix, ne laissant que le strict nécessaire à la survie. Et la survie n'avait pas de temps pour les fioritures. Elle n'avait que des structures, des périmètres, des serrures. Il se retourna vers la porte. Sa décision était prise. S'il voulait l'aider, il ne pouvait pas se contenter d'analyser ce qu'elle lui donnait. Il devait apprendre à comprendre ce qu'elle cachait. Pas ses dessins, mais les silences qui les entouraient, la pause avant que sa main ne bouge, la tension dans ses épaules lorsqu'un trait de crayon commençait à s'enrouler, son refus d'ajouter de la couleur, son aversion pour les formes rondes. C'était désormais son langage, et il allait l'apprendre. Car derrière ses absences se cachait une histoire encore trop terrifiante pour être racontée à voix haute, mais elle était là, et il écouterait chaque ciel vide, chaque coin intact, chaque enfant qui ne s'exprimait qu'à travers ce qu'il n'osait pas dessiner. Le couloir devant la chambre d'Anna était silencieux, si silencieux qu'on aurait dit que le bâtiment lui-même retenait son souffle. James se tenait juste derrière la vitre, les mains dans les poches, les yeux fixés sur la silhouette assise en tailleur sur le lit d'hôpital. Elle dessinait à nouveau, mais cette fois-ci, ce n'était pas une confession, plutôt une exploration. Sa main bougeait avec fluidité. Quelque chose avait changé. Helena se tenait à proximité, parlant doucement à l'une des infirmières, mais James n'écoutait pas. Son attention était concentrée sur un moment précis qu'il sentait imminent, sans pouvoir expliquer pourquoi. C'était dans l'inclinaison de la tête d'Anna, dans la façon dont son corps était légèrement penché en avant et non recroquevillé sur lui-même comme auparavant. C'était dans son regard, qui n'était pas fixé sur le papier mais sur la porte. James entra silencieusement. Il ne dit rien, se contenta de s'asseoir sur la chaise à côté d'elle, où il s'était assis tant de fois auparavant. Elle ne le regarda pas, mais elle savait qu'il était là. Son crayon flottait au-dessus de la page. Il s'arrêta, puis tomba doucement sur la couverture. Et sans se retourner, sans prévenir, elle parla. Il m'a dit de ne rien dire. James ne bougea pas, ne respira pas. Il ne voulait pas briser le charme qui, après tout ce temps, avait enfin permis à sa voix de rompre le silence. Son ton était neutre, pas robotique, mais travaillé, comme si elle avait répété ces mots dans sa tête encore et encore avant de se décider enfin à les prononcer à voix haute. Il a dit que je gâcherais tout, que grand-mère me détesterait, que maman me renverrait. James attendit, laissant son propre souffle la porter. La première fois, j'ai pensé que c'était une erreur, que ce n'était peut-être pas ce que je croyais. Mais la deuxième fois, j'ai su. Et la troisième fois, j'ai verrouillé la porte. Après ça, j'ai arrêté de parler. Sa voix ne tremblait pas, ses mains ne tremblaient pas, mais ses yeux fixaient Jas devant elle, comme si elle ne voyait pas la pièce, mais une porte, réelle ou imaginaire, qui avait scellé son destin. James se pencha enfin en avant, les coudes posés sur ses genoux, parlant à voix basse. « C'était Ruben ?» Elle cligna des yeux, puis acquiesça à peine. Puis il y eut une pause. Ses lèvres s'entr'ouvrirent à nouveau. Pas seulement lui. James ne demanda pas qui. Il n'en avait pas besoin. Les dessins lui avaient déjà tout dit. Mais l'entendre de sa bouche, c'était différent. Cela donnait forme à l'ombre. Le deuxième personnage n'était plus une hypothèse. Il avait un nom, une voix, un passé. James se leva lentement. « Merci de m'avoir dit ça, » dit-il. Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Ses mots avaient déjà tout changé. Cette nuit-là, la police fut appelée. Une plainte officielle fut déposée. Ruben, qui était revenu à la maison sous prétexte de récupérer des vêtements, fut accueilli sur le perron par 2 agents, calmes, coopératifs, impassibles. Mais, lorsqu'on lui demanda d'entrer pour être interrogé, il perdit son sang-froid. « Elle mente, dit-il trop vite. C'est une enfant, les enfants imaginent des choses. Elle a probablement vu quelque chose à la télévision. » Mais une deuxième voix s'était déjà fait entendre, celle d'un garçon du voisinage, le petit frère de Léo, qui se souvenait de la porte fermée à clé et qui avait un jour suivi Ruben dans le couloir avant d'être renvoyé chez lui. Les pièces du puzzle s'assemblèrent comme des os qui se remettent en place après avoir été disloqués pendant trop longtemps. James resta à l'hôpital cette nuit-là,
non par devoir, mais parce que Anna avait parlé et que le monde devait maintenant répondre. Le matin fut différent, pas plus bruyant, pas plus lumineux, juste plus plein, comme si l'air avait été vide ces derniers jours et qu'il reprenait enfin sa forme. James le remarqua dès qu'il entra dans le couloir devant la chambre d'Anna. La porte était plus ouverte que d'habitude et les stores étaient inclinés juste assez pour laisser la lumière du soleil traverser doucement la pièce. À l'intérieur, Anna était réveillée, assise en tailleur comme auparavant, mais quelque chose avait changé dans sa posture. Sa colonne vertébrale n'était plus courbée vers l'intérieur et ses mains ne s'agrippaient plus au bord de la couverture comme à une bouée de sauvetage. Elle reposait calmement sur ses genoux, paumes ouvertes, son bloc à dessin était là, et dessus, quelque chose de nouveau, du bleu. Pour la première fois, elle avait pris un crayon de couleur, et une douce nuance de ciel était étalée sur le tiers supérieur de la page. Ce n'était pas soigné, ce n'était pas parfait, mais c'était là. Un ciel, sans nuages pour l'instant, sans soleil, mais avec de l'espace. De l'espace pour la lumière, de l'espace pour l'air. James ne dit rien. Il resta simplement debout dans l'embrasure de la porte, laissant le moment s'écouler sans interruption. Elle le vit, ne sourit pas, ne broncha pas, se contenta d'acquiescer d'un signe de tête, comme quelqu'un qui reconnaît la présence d'un autre être humain plutôt que celle d'une menace ou d'un observateur. Il entra silencieusement, s'assit à côté d'elle, ses genoux craquant doucement sous lui. « Le ciel, c'est un bon début, » dit-il. Elle ne répondit pas, mais elle continua à colorier, et cela signifiait tout. James jeta un coup d'œil autour de la pièce. Les murs étaient toujours nus, les écrans continuaient à émettre leur rythme incessant, mais l'espace semblait différent. Moins comme une cage, plus comme une pièce, plus comme un endroit où quelqu'un choisirait de rester, et non pas simplement d'être placé. Les doigts d'Anna bougeaient plus lentement maintenant, non pas parce qu'elle n'était pas sûre d'elle, mais parce qu'elle n'avait plus peur d'être observée. Le dessin ne représentait ni maison, ni porte fermée, juste une colline, un arbre et le ciel. James imagina que, dans un coin de son esprit, c'était un endroit où elle voulait aller, peut-être même un endroit dont elle se souvenait avant que les choses ne changent, ou peut-être un endroit qu'elle était en train de construire pour elle-même, un souffle, une couleur à la fois. Derrière eux, l'infirmière entra pour vérifier les signes vitaux. Anna ne broncha pas, même lorsque la machine émit un bip. James regarda le moniteur, régulier, fort, le rythme cardiaque de quelqu'un qui avait survécu à quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. « Tu sais, dit-il d'une voix légère, quand j'avais ton âge, je pensais que le ciel était vivant. » Elle se tourna légèrement, intriguée. « Je pensais qu'il changeait de couleur en fonction de nos sentiments. Quand nous étions tristes, il devenait gris. Quand nous étions en colère, rouge. Et quand nous avions très peur, il disparaissait. » Elle reporta son regard sur la page. « Mais le jour où ma mère est revenue de l'hôpital, ajouta-t-il, le ciel était plus bleu que je ne l'avais jamais vu. Pendant un instant, son crayon s'immobilisa, puis elle choisit un bleu plus intense. Pas un mot, pas un sourire, mais quelque chose passa entre eux, une reconnaissance qui n'avait pas besoin de mots, juste de souvenirs, juste de présence. James se pencha en arrière et regarda le ciel prendre forme sous ses doigts. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'audience, pas de déclaration à signer, pas de confrontation, juste des respirations, des couleurs et le lent retour de quelque chose qui avait été perdu. Et peut-être, juste peut-être, la conviction que cela pourrait revenir, pas d'un seul coup, mais par couches, dans le ciel, dans un silence qui ne cachait plus la douleur, mais invitait à la guérison. C'était le jour où le ciel était revenu, et avec lui, le premier véritable signe de demain. La salle d'audience n'était pas grande. Elle sentait le bois poli et l'air recyclé, et les lumières au plafond projetaient une pâle lueur sur tout, rendant même les sièges plus froids qu'ils ne devraient l'être. Anna était assise à côté d'Elena. Sa petite silhouette semblait minuscule sur la chaise, ses pieds effleurant à peine le sol. Elle portait un pull simple, bleu clair, de la même teinte que celle qu'elle avait utilisée pour dessiner le ciel. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, mais ses épaules étaient droites. De l'autre côté de l'allée, Ruben était assis à la table de la défense, le visage impassible, le costume trop propre, la posture trop étudiée. Eddie était assis derrière lui, flanqué de 2 agents, les yeux rivés sur toutes les issues, comme si s'échapper était encore possible. Mais les portes étaient désormais fermées. Il n'y avait pas moyen de s'enfuir. C'était le procès de 2 noms, celui qui avait agi dans l'ombre et celui qui était resté silencieux à ses côtés.
L'accusation prit la parole en premier, calme, précise, délibérée. Elle exposa le déroulement des faits, les preuves, les déclarations recueillies au cours des semaines précédentes, les croquis, le silence, le moment où la serrure avait cliqueté. James était assis quelques rangées derrière Anna, observant, les mains crispées sur ses genoux. Ce n'était pas son domaine, mais c'était devenu son combat. Lorsque Anna fut appelée, la salle retint son souffle. Elena se tenait à ses côtés, une main posée doucement sur son épaule tandis qu'elle s'avançait. La voix du juge était douce, le serment fut récité à voix basse, puis Anna s'assit à la barre des témoins. Elle ne regarda ni Reuben ni Eddie. Elle regardait le mur derrière eux, comme si elle s'adressait à un espace qui avait autrefois contenu sa douleur. Sa voix était calme, mais elle ne tremblait pas. « Il est venu dans ma chambre pendant la nuit. J'avais verrouillé la porte, ça n'a servi à rien. » La salle d'audience était immobile. Pas un bruit, pas une toux, juste le silence. Il m'a dit que je gâcherais tout si je parlais, que ma grand-mère ne m'aimerait plus, que ma mère m'enverrait loin. Elle fit une pause. Oh, ça, oh. Et l'autre, il ne m'a jamais touché. Mais il voyait tout et il ne l'a jamais empêché. James observa Reuben bouger, son menton tremblait, comme si les mots avaient enfin percé le masque. Eddie baissa les yeux vers ses mains, ses ongles rongés jusqu'au sang. « Je n'ai rien dit parce que je pensais que personne ne me croirait, dit Anna. Mais j'ai commencé à dessiner parce que je ne voulais pas oublier et je ne voulais pas pardonner. Personne ne lui dit d'arrêter. Personne ne l'interrompit. On ne lui demanda pas d'expliquer davantage. Sa voix avait dit plus que nécessaire. Lorsqu'elle descendit de l'estrade, elle passa devant Reuben sans le regarder. Et lorsqu'elle rejoignit James, celui-ci se leva. Non pas pour la réconforter ou la protéger, mais simplement pour être à ses côtés. Cet après-midi-là, le verdict tomba plus vite que prévu. Coupable de tous les chefs d'accusation, mise en danger d'enfants, agression sexuelle, négligence volontaire. La voix du juge était ferme, la sentence lourde. Reuben fut emmené le premier, la tête baissée, puis Eddie, qui marchait plus lentement. En passant devant Anna, aucun des deux ne leva les yeux. Ils n'étaient plus les personnages des dessins. Ils étaient des hommes rabaissés par la vérité. Et Anna, toujours petite, toujours silencieuse, se tenait plus grande qu'eux tous. Elle ne courut pas vers lui pour l'étreindre, non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle avait appris à rester calme et sereine. Anna se contenta de s'approcher, et James sentit le contact doux de sa main effleurer sa manche. Cela lui suffit. À l'extérieur du palais de justice, la neige fondait sous les roues de leur voiture. C'était le soir et les lampadaires brillaient à travers les flocons qui tombaient. James ouvrit la portière à Anna et Elena, son souffle formant des halos dans l'air froid. Anna s'arrêta un instant, la tête penchée en arrière, les cils battants, et laissa les flocons se poser sur son visage. Elle ne broncha pas. Ils rentrèrent lentement à la maison, les vitres entr'ouvertes juste assez pour laisser entrer l'air nocturne. Ça sentait le bitume mouillé et le pain. Anna pressa son visage contre la vitre froide, regardant les traînées de lumière défiler. Sur la banquette arrière se trouvait son carnet de dessins, fermé pour l'instant, mais pas oublié. À l'hôpital, une petite cérémonie avait été organisée. Le personnel, l'infirmière Patel, l'aide-soignante Chen, Elena, s'étaient réunis dans le couloir avec des sourires doux et des couvertures chaudes. Ils tendirent à Anna un nouveau carnet aux pages épaisses. Il n'y avait pas de cadenas peint sur la couverture, seulement de l'espace. Plus tard, assise dans le bureau du Dor Parker, Anna l'ouvrit. Elle tourna les pages jusqu'à en trouver une vierge et la toucha légèrement du bout des doigts. James observa son doigt s'attarder avant qu'elle ne trace le premier trait. Un petit arbre, mince, aux branches nues tendues vers le ciel. « Tu n'es pas obligé, » dit-il doucement. Anna secoua la tête, un petit sourire effleurant ses lèvres. « J'en ai envie. » Elle se remit à dessiner, plus librement cette fois. Un soleil luttait pour percer les nuages. En dessous, une maison se dressait, la porte ouverte, l'arbre enraciné à côté. James sentit un poids lui quitter la poitrine. Elle termina son croquis, se pencha en arrière et dit doucement « Il n'y a pas de serrure. » Il acquiesça, ravalant la boule qu'il avait dans la gorge. « Pas de serrure. »« Ce n'est pas grave, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas peur. » C'était tout. Les dernières semaines de son séjour à l'hôpital furent marquées par de petites victoires. Anna demandait ses repas, dormait sans le léger bourdonnement de la veilleuse, appelait même James par son nom sans qu'on le lui demande. Méline revint, débordante de fierté et de regret. Elle entra dans la chambre d'Anna avec un vase de fleurs fraîches,
les jonquilles jaunes et pleines d'espoir. « J'ai pensé que tu aimerais, » dit-elle d'une voix tremblante. Anna se leva et prit le vase avec précaution. « Merci. » Puis elle regarda sa grand-mère et, pour la première fois, laissa s'exprimer un véritable moment dit de complicité, sans crainte ni distance. James observait depuis l'embrasure de la porte, les bras croisés mais le cœur ouvert. Il vit sa petite-fille et sa grand-mère se rapprocher. Il vit Anna apprendre à sa grand-mère à presser les pétales entre les pages du bloc-notes. Il vit Meline pleurer doucement, non pas de tristesse mais de soulagement. Dehors, la ville se préparait pour le printemps. La glace fondait, les ruisseaux gonflaient, les crocus hochaient de la tête dans leur lit boueux. La nature avait retrouvé son rythme, tout comme Anna. Le jour de sa sortie, le docteur Parker lui remit une petite toile et un coffret d'aquarelle. « Au cas où le monde vous semblerait parfois trop calme, » dit-il. Anna les accepta, les yeux brillants. Elle ne dit rien. Elle les rangea dans son sac à dos alors qu'il sortait dans la lumière du soleil, le vrai soleil. Anna s'arrêta, lui fit face et ferma les yeux. Sa poitrine se souleva dans une inspiration si profonde qu'elle eut l'impression de se libérer. L'air était frais mais pas froid. Il transportait le chant des oiseaux, le bruit des voitures, des rires lointains, la vie. Elle ouvrit les yeux, prit son bloc, embrassa la couverture vierge, puis le rangea dans son sac. Le coup frappé à la porte n'était plus le clic d'une serrure. C'était une invitation. Parfois, les voix les plus fortes sont celles qui murmurent à peine. L'histoire d'Anna nous rappelle que derrière chaque enfant silencieux se cache peut-être une vérité trop lourde pour être exprimée, et que la guérison ne commence pas lorsque la douleur prend fin, mais lorsque quelqu'un enfin écoute. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir ou ressentir quelque chose, abonnez-vous. Car ici, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires, nous donnons une voix au silence. Rejoignez notre communauté. Vous ne savez jamais à qui votre attention pourrait venir en aide.